c'est Guillaume qui, le premier, va intervenir. Avant d'être directeur adjoint ou adjoint de direction au directeur général de l'ARCEA, tu as occupé longtemps, comme anthropologue, un poste important dans le rôle de direction du CREAI Occitanie et de l'ORS, donc. Et on a beaucoup travaillé tous avec toi parce que la manière que tu as de faire le travail de tendance des usages et des produits, tu l'as toujours fait en lien avec les cliniciens, ce qui nous a mis dans une position presque d'assistant-chercheur. Et je pense que c'est pour ça que jamais personne n'a osé dire « on ne te répond pas ». Ta venue a toujours été très très précieuse. Voilà. Alors, moi j'aimerais savoir quel regard un anthropologue peut porter aujourd'hui sur la question des consommations et des conduites addictives, à la fois sur le plan sociétal, à la fois peut-être par rapport aux individus, et de quoi parle cette quête, et peut-être comment vient-elle impacter des fonctions neurobiologiques, et qu'est-ce que tout ça a à voir avec la quête de bonheur? Merci beaucoup, merci Martine. Merci de m'avoir invité. Ça fait maintenant quelques temps que je me suis un peu éloigné de la question de l'observation des phénomènes de drogue, de consommation et de conduite addictive. Pour autant, je pense qu'il y a des invariants avec lesquels je vais essayer de discuter avec vous. En plus, quand tu m'as invité, Martine, c'était très en lien avec la plateforme M-Paris, dispositif au sein de Clément Cisor que j'apprécie. Je regarde avec attention, même de ma place aujourd'hui, car j'avais eu le bonheur, c'est le mot, de travailler sur une enquête ethnographique dans le Grand Mirail sur les usages de drogue, qui avait été un peu un préalable à ce travail-là. Et j'avais tellement appris de cette expérience de terrain en tant qu'ethnologue que c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui j'ai accepté de travailler, de venir parler, de dire 2-3 trucs sur ce sujet-là. Bon, une fois que j'ai dit ça, quand tu m'as annoncé quand on a travaillé sur le thème, parce que j'avais pas le thème au départ. Bon voilà, ce fut plus compliqué. Mais en tout cas, je vais m'essayer, en 14 courtes diapos, d'essayer de vous dire quelque chose à cet endroit-là. Donc comme l'a dit Martine, c'est de ma casquette d'anthropologue que je vais parler. Et je vais essayer à la fois de retravailler cette notion de drogue qui, derrière ce terme que tout le monde connaît, il y a beaucoup de choses de nature très différente. Et vous qui intervenez dans les quartiers, vous le savez, encore plus même qu'ailleurs. Le référentiel culturel porte les usages de drogue, et quand les référentiels culturels sont incompris, parfois, méprisés, encore pire, on a du mal à comprendre les systèmes, les comportements des acteurs. Donc je vais essayer de reprendre ça, essayer de donner quelques catégories. Vous parlez un peu d'histoire, un peu de neurobiologie, et puis j'ai fait 2 diapos sur cette histoire de drogue et bonheur, mais c'est un peu de l'impressionnisme. Hein. C'est pas... Voilà. Mais c'est pour ça ouvrira le débat, et l'idée c'est pas que je parle pendant 1 heure, mais c'est que mon intervention puisse donner un cadre d'échange. Alors je ne sais pas si vous voyez... Ouais, voilà. Là, cherchez pas à voir les éléments, faites-moi confiance. Vous avez sur cette rosace l'ensemble des substances qui agissent sur le système nerveux central. D'accord ? Le THC, la méthadone, l'héroïne. Voilà. Vous avez toutes les... Vous voyez, les catinones, les fameuses drogues nouvelles de synthèse, qui ne sont pas si nouvelles que ça par ailleurs, mais c'est leur diffusion qui est nouvelle et pas forcément leur réalité. Toutes ces molécules-là, si un homo sapiens la consomme, il agit sur son système nerveux central. Et vous noterez que ici, là, à cet endroit-là, après je ne vais pas... Vous avez ici la morphine et ici l'héroïne, qui sont côte à côte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur ce schéma, la morphine et l'héroïne agissent de manière très similaire sur le système nerveux central. C'est la même différence qu'entre une 2 chevaux rouge et une 2 chevaux jaune. Pour autant, socialement, la morphine, ça soigne, c'est à l'hôpital, c'est prescrit, je ne parle pas des détournements, mais par principe sociétal. Alors que l'héroïne, c'est consommé par des usagers de drogue actifs qui s'en procurent via des dealers. Voyez. Pour autant,
la molécule est quasiment similaire. D'ailleurs, dans l'histoire des drogues, l'héroïne a été élaborée, mise sur le marché pour faire un produit de substitution à la morphine. Voilà, on y reviendra un peu après. Donc vous voyez bien que là, si on prend les molécules, simplement les molécules, on n'a pas de définition de drogue. Quand vous regardez un petit peu plus bas, ici, je ne sais pas s'il y a ma souris qui marche, non? Je me relève, excusez-moi, je n'avais pas anticipé ça. Ici, là, vous voyez, vous avez une molécule qui s'appelle l'ibogaïne. L'ibogaïne, c'est une molécule qui est extraite des racines de l'iboga et qui est consommée dans les rituels chamaniques au Gabon et dans l'est du Cameroun. Au Gabon, cette molécule a une fonction sociale tellement particulière qu'elle est au patrimoine national du Gabon en 2025. En France, elle est classée stupéfiant. Donc vous voyez bien que dans un même moment, en 2025, des molécules sont contextuellement, socialement et politiquement positionnées différemment dans le champ des drogues. Donc la question là, c'est ce que j'essaye de démontrer, c'est que l'entrée par les produits, par la molécule elle-même, va nous mettre en difficulté. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ce vrai problème sur le cannabis. En France, il y a deux grandes catégories de publics. Il y a ceux qui ont consommé du cannabis et ceux qui n'en ont pas consommé. Et globalement, les expérimentations, même si elles tendent à diminuer dans la population jeune, on est sur du 2/3, 1/3 en fait. Mais globalement, on n'a pas le même rapport au cannabis si on en a consommé ou si on a refusé d'en consommer. Je m'explique. Depuis le milieu des années 2000, le cannabis est largement diffusé dans notre population. Donc, ceux qui ont fait leur adolescence avec le cannabis, ils n'ont pas tous été automatiquement dans l'usage de cannabis. Certains avaient des facteurs de protection multiples et variés, individuels, collectifs, sociaux, qui leur ont dit « ben non, il y a du cannabis dans le collège, mais je ne vais pas consommer du cannabis ». Et d'autres qui ont dû consommer. Eux, ils ont une vision très claire de la question du cannabis. C'est-à-dire, ils l'ont expérimenté, ils l'ont fumé, ou ils ne l'ont pas fumé pour des raisons qui est de protection. Puis il y a une grande autre catégorie de population en France, c'est ceux qui n'ont pas connu le cannabis dans leur construction identitaire et de socialisation. Ils n'en ont qu'une idée. Une idée que le cannabis est classé stupéfiant, donc c'est quelque chose qui est négatif, qui est, comme l'héroïne tout à l'heure, qui est d'un truc des dealers, voilà. Et là, on voit bien que ces deux figures sociales peuvent potentiellement s'opposer, et même si aujourd'hui les générations évoluent, on peut faire l'hypothèse que souvent, les premiers qui connaissent la question du cannabis, par l'expérimentation ou non, mais qui connaissent, sont les enfants des autres. Donc on voit bien que ça génère un clivage générationnel significatif. Bon, rassurez-vous, dans 10 ans, c'est fini toute cette affaire, puisque le phénomène a commencé au début des années 2000, il ne s'est pas interrompu, épidémiologiquement, je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là aujourd'hui, mais on voit bien comment, à un moment donné, une figure sociale se construit à la fois sur la manière où une grande majorité du public va pouvoir être confrontée en usage ou en non-usage, je le répète encore une fois, dans cette relation directe à la consommation. Et donc, on a le même sujet sur l'alcool. Sur l'alcool, on a des figures particulières. Toujours pareil, depuis le milieu des années 2000, on a des formes d'alcoolisation ponctuelle intensive, ce que la science a voulu appeler ça, grosso modo, c'est être bourré. Alors on me dit, oui, mais les générations aussi, ils étaient bourrés. Oui, mais pas dans les mêmes contextes, pas dans les mêmes usages. Et quand vous avez dit à des jeunes, toujours au milieu des années 2000, parce que quand même la grande politique sur les addictions, c'est à ce moment-là que ça s'est construit, on va y revenir, boire ou conduire, il faut choisir. Bah, pas de problème, je suis tellement bourré, je ne prends pas le volant, donc pas de souci. SAM, la politique publique sur SAM, c'est la pire politique de santé publique. Si tu conduis, si tu bois, tu ne conduis pas. Ok? Ah, mais si je ne conduis pas, je peux boire alors. Pas de problème. Ah, oui, d'accord. Et si je prends de la kétamine, c'est pas sur les tests. Ah, ben oui, ça marche aussi. Voilà, on y reviendra si vous voulez un peu après. Des fois, on a des phénomènes un peu comme ça, un peu particuliers. Et on leur avait dit, l'alcool, c'est consommé tous les jours. Ben non, ben moi, c'est pas tous les jours, c'est vendredi, samedi, voire jeudi, vendredi, samedi. Et donc ce phénomène-là, dans des effets générationnels, c'est toujours l'autre qui est dans la consommation problématique, et c'est jamais moi qui suis dans la consommation problématique. Et ça, c'est un outil
qu'on doit avoir en tant que professionnel d'intervention. Je dis ça parce que maintenant je suis un professionnel d'intervention, je travaille à l'RCA. Avant j'étais un observateur qui donnait les conseils. L'idée, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi ma définition à moi? Et est-ce que ma définition elle est normative ou est-ce que je dois l'interroger pour ne pas juger celle de l'autre? On est tout le temps dans nos jugements dans l'intervention. Pour autant, on est fatalement rattrapé par nos représentations et nier le fait qu'on ait des représentations particulièrement sur un phénomène de drogue et encore mieux sur la question du cannabis ou des autres drogues, la cocaïne et tout ça, ça nous met en difficulté dans la relation de l'autre. Et si on ne discute pas avec l'autre, l'action clinique ou l'action de réduction des risques et des dommages, ça ne marche pas. Donc tout ça pour vous dire que quand même, depuis que, Martine l'a dit, globalement, depuis que l'Homo sapiens est sapiens, il consomme des psychotropes. Il consomme des psychotropes, les traces anthropologiques, archéologiques remontent au néolithique. 5000 ans avant notre ère, à peu près, même plus que ça, 7000 ans avant notre ère, on a des premières traces dans le paléolithique et on a des traces significatives de consommation de coca en Amérique latine, d'opium en Mésopotamie. Enfin voilà, vous l'avez au tableau. Et vous noterez que le cannabis est mentionné 3000 ans avant notre ère dans le manuel de médecine chinoise. Comme quoi le cannabis thérapeutique, ce n'est pas un phénomène émergent. Voilà. Mais pourquoi? On va y revenir. C'est parce que la manière dont on pensait les psychotropes à ce moment-là était très différente de la façon dont on pensait les psychotropes aujourd'hui. On va y revenir. Globalement, depuis que Homo sapiens est sapiens, vous avez 3 grandes fonctions d'usage des psychotropes. Une fonction pour se soigner, ça c'est assez simple, que ce soit dans les cultures les plus traditionnelles et les plus anciennes, voire dans les cultures modernes. On parlait de la morphine tout à l'heure. Vous allez utiliser, j'aime bien utiliser et pas consommer, un psychotrope pour se soigner. J'ai mal à la jambe, le mammouth m'a défoncé, j'ai mal à la jambe, je vais prendre un psychotrope pour diminuer la douleur. Ça marche pareil, je suis tombé de l'échelle, je vais aux urgences. Et voilà. Vous noterez que là, derrière la dimension thérapeutique, c'est pas tout le monde qui use des produits, c'est pas tout le monde qui les prescrit, vous avez un thérapeute au milieu, qui peut être souvent un chaman, je vais y venir, mais on n'est pas dans des usages que l'on peut connaître aujourd'hui. Vous avez cette deuxième fonction qui est la fonction chamanique, c'est la communication avec les dieux et la spiritualité, la structuration et le soutien à la spiritualité. Pas un cours sur l'anthropologie des religions, mais quand vous regardez ça, c'est assez intéressant. Je vous renvoie au travail de Vigarello, qui est d'ailleurs un socio-anthropologue sous-estimé à mon point de vue, même s'il a une notoriété internationale aujourd'hui, et qui nous démontre par A plus B que quand vous pensez que des petits cochons sont vos dieux, dans les sociétés de Guinée par exemple, il vaut mieux aller manger des hallucinogènes, quoi. Pour parler avec les arbres, il vaut mieux manger des hallucinogènes. Mais là encore, il n'y en a qu'un qui fait ça, c'est le chaman. C'est celui qui est dans l'expérience et dans l'expertise de l'usage des psychotropes et la manipulation des psychotropes. La troisième fonction, c'est une fonction sociale. Je mets sociale, mais en fait, c'est la fonction de l'apéro. Puisque depuis que Homo sapiens est sapiens, il fait l'apéro. Alors, plutôt des Homo sapiens sapiens mâles, autour d'un contexte particulier, la chasse, le passage à l'âge adulte, enfin voilà. Bon, je vous fais court là encore, mais au final, c'est un peu la même chose. Mais là, on est vraiment sur 3 fonctions très particulières, qui sont des fonctions qui font fonctionner le social. Ça ne dérègle pas le social, ça fait fonctionner le social, et vous verrez, vous le savez, qu'aujourd'hui le problème avec les drogues, c'est qu'on a l'impression, et je dis bien l'impression, que ça fait dysfonctionner le social, ou des individus dans la question sociale. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors là, on va accélérer très vite, parce qu'en fait, c'est vraiment au XVIIIe et au XIXe siècle qu'on a un gros virage dans la signification des drogues. Si vous avez un truc à lire sur ce sujet-là, Baudelaire, les paradis artificiels, ça marche bien. De Kinsey, c'est un peu plus compliqué à lire, mais au final, c'est De Kinsey qui pose la première définition de, comment dirais-je, des problématiques avec les usages de drogue. C'est la problématique du plaisir et de la douleur. Cette dichotomie de plaisir et douleur, donc là on commence à rentrer dans notre sujet,
C'est De Quincey qui va venir le poser. En fait, il a une névralgie faciale et il se soigne avec du laudanum, qui est un opium en fait, qu'il va chercher chez l'apothicaire, donc chez le pharmacien, de manière tout à fait légale, puisque ce n'est pas interdit, vous verrez, ça arrivera beaucoup plus tard. Et il s'aperçoit qu'en prenant du laudanum, il traite sa névralgie faciale, mais aussi ça lui permet d'être beaucoup plus productif dans les tâches qu'il a à mener, et plus particulièrement sa création poétique, puisque c'est un poète, et qui va tout d'un coup se dire que cet usage-là va générer une satisfaction plutôt qu'un remède. Une satisfaction plutôt qu'un remède. Et donc là, tout d'un coup, vient se poser quelque chose d'une fonction un peu subjective, c'est-à-dire que je ne prends plus des psychotropes dans le lien social, dans la thérapeutique, pour parler avec nos dieux, mais plutôt par un plaisir personnel. Plaisir personnel qui peut être à un moment donné, pas compensé, mais alterné avec des moments de pas bien du tout. On y reviendra. Mais c'est ce phénomène-là qui est en train de se mettre en œuvre de manière concomitante avec la synthèse de la morphine, puis de l'héroïne, de la cocaïne et surtout de la seringue. Si on fait un peu de biologie, injecter des drogues pour qu'elles agissent sur son système nerveux central, c'est la même chose que sniffer ou fumer cette même drogue, mais en augmentant sa puissance par 10, par 20 selon les produits. Donc c'est le même molécule. Hein. Quand on mangeait de la coca, où les paysans en Amérique du Sud mangent de la coca, ils prennent la même substance, la même alcaloïde, qu'un injecteur de cocaïne que l'on va avoir peut-être dans votre quartier. C'est le même produit, mais sa quantité dans le temps donné est démultipliée par 10, 100 fois, parfois par 1000. Donc le phénomène d'usage, il est très différent parce que quand vous allez sensibiliser votre corps à la consommation, il va réagir. Et vous savez, alors je n'ai pas fait le dessin, mais vous avez un processus d'habituation et de tolérance qui fait qu'à un moment donné, vous allez augmenter les doses pour pouvoir avoir le même plaisir jusqu'au moment où ça ne fait plus plaisir. Au XXe siècle, début du XXe siècle, on a des réglementations locales qui existent, la charia, qui interdit la plupart des drogues. Vous en avez des réglementations en Égypte, en Chine, hein, puisque la Chine avait légiféré, c'est les premiers à légiférer de manière étatique sur la question des drogues, parce que, pour la petite histoire, l'Empire britannique, via sa colonie de l'Inde, vendait de l'opium en Chine à des fins politiques. Et l'interdiction de la consommation d'opium et de réglementation par la Chine a généré les deux guerres de l'opium. Wikipédia, c'est fragile la plupart du temps, mais sur ce sujet-là, vous avez deux fiches assez incroyables qui vous résument assez bien le machin, si ça vous intéresse. Mais c'est là où commence à avoir un certain nombre de normes sociales, de réglementations, qui vont dire, attention, ça va être autorisé, ça, c'est pas autorisé. Dans un phénomène culturel, dans des référentiels culturels spécifiques et dédiés. Jusqu'à un moment donné où on s'est dit, oulala, les choses deviennent trop complexes socialement, et il y a eu une sorte de phénomène moderne de régulation des drogues. Donc globalement, les drogues, les molécules, j'ai dit une bêtise, les molécules, les psychotropes vont être classifiés au début du XXe siècle, donc il y a 125 ans, quoi, à peu près, 110 ans, à l'échelle du néolithique, c'est quand même il n'y a pas longtemps, quoi. Et qui font qu'à un moment donné, on va classer certaines drogues dans un marché qui va être les psychotropes légaux réglementés. Je vous parlais de la morphine tout à l'heure, mais on va de l'alcool, par exemple, en France, pas en Iran, mais en France. Et d'autres deuxième marché qui sont les psychotropes stupéfiants, l'héroïne de tout à l'heure. Donc, si on ne remonte pas en arrière jusqu'au début du XXe siècle et si on ne s'intéresse pas à la manière dont on va la construction historique et sociale du phénomène, on ne comprend pas pourquoi la morphine et l'héroïne sont côte à côte sur notre tableau du début et que finalement c'est les mêmes produits mais qui sont dans des endroits différents dans les représentations sociales. Au début des années 90, là aussi, si vous avez un truc à lire, c'est Ehrenberg. On en parlait il n'y a pas longtemps. Le culte de la performance, la fatigue d'être soi. Enfin,
Pareil, Ehrenberg, c'est un très très grand anthropologue, à mon avis assez sous-estimé. Et on a quand même eu un phénomène majeur et massif de transformation du marché des drogues. Il n'y a jamais eu autant de substances psychotropes prohibées, cannabis, cocaïne en particulier, en France qu'aujourd'hui. Il n'y en a jamais eu autant. On a une hausse massive de la diffusion de ces produits. On pourra en discuter après si vous voulez. Vous qui êtes dans les quartiers prioritaires de la ville, vous le savez encore mieux que vous, parce que vous travaillez en permanence au milieu des trafics. On a une montée en puissance des psychotropes stimulants, parce que jusqu'au milieu des années 90, la question de la cocaïne existait. C'était un phénomène réel, mais qui était cantonné à des groupes sociaux particuliers qui eux-mêmes étaient dans des usages particuliers. Ça ne veut pas dire que ça ne posait pas de problème, hein, mais clairement, il y avait un phénomène qui était beaucoup moins épidémiologique, au sens que beaucoup de gens pouvaient en consommer. Vous avez la mise en place des traitements de substitution aux opiacés, qui est une réussite majeure de la santé publique. La politique de réduction des risques et des dommages et la mise en place de la substitution a été une politique majeure, mais qui a eu des effets, puisque quand vous êtes un toxicomane, j'utilise bien ce terme, je m'expliquerai après là-dessus, vous allez avoir un phénomène qui est que si à un moment donné je pallie ma dépendance avec des médicaments de substitution aux opiacés tels que le Subutex, la méthadone, et je crois maintenant, même si je suis un peu rangé les voitures, les sulfates de morphine, il y a des fois que les effets psychotropes que vous recherchez avec les drogues, oui, parce que si vous prenez des drogues, c'est d'abord pour avoir du plaisir et pour avoir des effets psychotropes, c'est pas juste pour pallier des dépendances. Des fois, ça a pu être déplacé. Et générant des toxicomanies un peu plus complexes et structurées sur la polyconsommation, c'est pas un produit qui pose des problèmes, c'est la combinaison d'un certain nombre de produits. Et ça vient poser un certain nombre de problèmes dans les traitements, mais ça, mes collègues en parleront bien mieux que moi, ça c'est certain. Ce qui se passe dans les années 90 aussi, c'est une fonction d'usage nouvelle, performative. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans l'usage qui me sort du social, on va être dans un usage pour le social, pour travailler, pour faire la fête, pour accomplir son quotidien, survivre dans la rue. Moi, je peux être témoin de ça, en fait. J'ai commencé les travaux ethnographiques dans le cadre du dispositif TREN, que Martine avait la gentillesse de rappeler. Moi, quand j'ai passé mes premiers temps, dans le début des années 2000, dans les CARUD, dans les centres d'accueil pour réduction des risques des usagers de drogues actifs, on avait des personnes qui avaient des surconsommations d'héroïne et qui, dans le collectif, étaient plutôt éloignées, plutôt séparées, plutôt... Voilà. Et entre le début des années 2000, où moi j'ai commencé ces terrains-là, et le début des années 2010, voire un peu après, les polyconsommations ont tellement changé, c'est que des usagers d'héroïne simples, un peu figure sociale classique, ils n'existaient plus. En tout cas, ils n'existaient plus dans ces lieux-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la toxicomanie, c'était de l'alcool, des benzodiazépines et des traitements de substitution aux opiacés, avec des consommations d'autres psychotropes, le cas échéant, et si mon portefeuille le permettait. Je vous ferai remarquer que l'alcool, c'est en vente libre, les benzodiazépines, c'est remboursé par la sécurité sociale, et les médicaments de substitution aux opiacés, si vous avez rencontré Jacques Barsoni, parfois aussi. Et donc là, on est vraiment sur des phénomènes très particuliers de transformation dans un temps très court, qui, par un moment, a mis en difficulté un peu notre secteur. Pour autant, aujourd'hui, on a bien compris que cette dichotomie souffrance-douleur dont parlait de Kinsey au début du XIXe siècle, elle est toujours active, elle est toujours présente, mais elle est supplantée par des moments d'euphorie et de dépression, où je vais être à fond, et puis après, tout reclus sur moi, et qui fait qu'à un moment donné, c'est très compliqué d'attraper les choses. D'autant plus que si c'est le produit, l'usage du produit qui nous permet d'être l'acteur social efficace qui est attendu de moi, tout d'un coup, ça devient compliqué de se sevrer, en fait. Ça devient extrêmement compliqué, cette affaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, la cocaïne, ça me permet d'être performant dans mon travail, dans ma relation avec les gens, en tout cas la perception que j'en ai, arrêter, c'est compliqué. Alors que quand on a fait 2 overdoses, quand on n'a plus personne autour de soi et tout ça, la définition du problème, il peut être beaucoup plus simple, même si c'est toujours très compliqué.
La perception des risques et des dommages est devenue beaucoup plus floue, la fréquence d'usage est beaucoup plus perlée, c'est-à-dire on le voyait bien sur les usagers de cocaïne actifs relativement importants. Est-ce qu'ils consomment tous les jours? Pas forcément. Mais pour autant, sur 6 mois, ils vont avoir consommé 5 mois et demi. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, puisque si on définit que le problème avec les drogues, c'est de consommer tous les jours, si je ne consomme pas tous les jours, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Donc là, on a un vrai sujet, mais qui est à l'œuvre aujourd'hui. Je me souviens, en 2008, l'Observatoire français de la toxicomanie nous avait confié, avec mon ami Serge Esco, un travail sur la prise en charge des usagers de cocaïne en France. Nous avions été assez mal reçus par le secteur à l'époque. Pour autant, il y avait des choses qui se passaient. Et on avait démontré par A plus B qu'une des grosses difficultés, c'était que les personnes arrivent jusqu'au centre de soins. Et parce que si on n'a pas une offre qui permet à la personne qui est concernée par la problématique des usages d'identifier qu'il a une réponse là où il va y aller, mais il n'y va pas en fait. Vous savez bien, c'est l'offre qui génère la demande. S'il n'y a pas de demande, souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'offre. Ça ne veut pas dire que s'il y a l'offre, il y aura la demande systématiquement. Mais si on n'affiche pas que les usagers de cocaïne, qui avaient des particularités sociales particulières, qui étaient en forme de déni par rapport à leur problématique d'usage, ne rencontrent pas un dispositif qui est dédié pour eux, ben, ça devient compliqué d'aller demander de l'aide. D'ailleurs, à l'époque, mais je crois que c'est toujours un peu le cas, le premier lanceur d'alerte sur ce phénomène-là, c'était le banquier qui, à un moment donné, serrait la vis et disait « Monsieur, ça suffit », c'est souvent des messieurs à cet endroit-là, mais ça arrive aussi pour des dames, il faut que vous fassiez quelque chose, vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Alors, Oliver Einstein a été cité, classique. Oliver Einstein c'est un peu, pour moi, le fondateur de la pensée, pas de la clinique, pour moi, c'est la clinique sûrement pour les cliniciens, mais de l'observation des drogues. L'observation des drogues, quand on pense ce triptyque produit, environnement et personne, c'est 3 outils extrêmement importants pour pouvoir penser l'observation des drogues et la consommation de l'autre. C'est très simple. Le produit, c'est pas le même, c'est jamais le même. Tout cannabis égale par ailleurs. C'est-à-dire que le cannabis que moi je collectais, oui, parce qu'on a acheté les drogues, on les faisait analyser dans les laboratoires. Le cannabis qu'on collectait en 2006 était concentré à 12% de THC. Aujourd'hui, il est à plus de 35%. Je n'ai pas revu les éléments, mais il y a 3 ans, quand j'étais encore à l'œuvre, on était à 35% de THC. Ça veut dire que chaque fois qu'on fumait un pétard en 2022, il était 3 fois plus concentré que celui qui pouvait être fumé en 2006. Vous inquiétez pas, les usagers de drogue, ils savent faire ça. Ils savent gérer ça, pour la plupart. Certains non. Ils savent utiliser les drogues de manière intelligente. Pour la plupart, nous y reviendrons. Les personnes, par exemple, là, si on faisait une expérimentation d'un produit qu'on aurait analysé, l'usage que l'on aurait de manière expérimentale aurait des effets très, très différents de l'un à l'autre, selon son état, son contexte, sa façon dont on a de voir ce produit. Et donc, bien évidemment, c'est très important. Et pareil, sur l'environnement, fumer des pétards le soir avant de s'endormir. D'ailleurs, si vous le faites, consultez votre médecin, parce que peut-être vous avez juste un problème de trouble du sommeil. Ou fumer ce même pétard par ce même jeune dans un contexte festif, ça n'a rien à voir. Donc là, ça vient nous aider pour essayer de comprendre ce que fait l'autre. C'est-à-dire que nos jeunes fumeurs de cannabis, je prends beaucoup le cas du cannabis, mais ça marche aussi sur la cocaïne, ça marche aussi sur la polyconsommation, l'alcool bien évidemment, analyser et essayer de comprendre sans en être un addictologue. Moi je ne suis pas addictologue, j'observe les phénomènes, mais ça m'aide ces trois éléments pour essayer de comprendre ce que fait l'autre, dans cette idée que c'est pas moi qui ai la norme, mais réfléchissons la norme ensemble et peut-être réfléchissons à l'envers à partir de ce triptyque. Ça nous aide beaucoup pour comprendre là où on en est et donc être en relation et pouvoir discuter ensemble. L'autre point que moi il me semble très important dans la question des usages, toujours pour un observateur, j'ai été, je le suis encore un peu, observateur des phénomènes, et donc l'usage, nous sommes tous concernés par l'usage de psychotropes. Si ce n'est pas le cas, il faut vous y mettre. L'abus d'usage, peut-être qu'on est moins nombreux à être concernés, mais parfois, entre boire et conduire, on n'a pas choisi, et on a conduit en ayant bu, ce qui génère un risque. On n'en est pas mort, ce qui est une vraie différence entre les risques et les dommages, mais pour autant, c'est une vraie particularité.
Il y a la notion de dépendance, où là, tout d'un coup, c'est plus la même. C'est-à-dire que c'est plus moi qui décide de savoir si je consomme ou pas, mais c'est mon système nerveux central qui me dit, écoute, là, tu m'as trop stimulé et tu vas consommer parce que c'est moi qui te l'ordonne. Mais là encore, ça, c'est pas grave. Enfin, rien n'est grave dans l'absolu. On a plein de fumeurs de tabac qui sont dépendants, parce qu'ils sont dépendants, mais ils sont heureux. Ça leur va bien, ils ne veulent pas arrêter. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, la dépendance n'est pas à l'origine de certains nombres de normes. On a des traitements thérapeutiques qui rendent dépendants, mais qui sont utiles. Donc, pour autant, il faut pouvoir un peu l'envisager. Et puis, moi, je suis un vieux de la vieille, malgré tout. J'aime bien le terme de toxicomanie, au sens de la définition de Castel, qui est quand la vie tourne autour du produit. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que là, tout d'un coup, dans ce qui a été dit en introduction, je vous parle des substances psychoactives parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais il y a la question du jeu, il y a la question des réseaux sociaux, il y a la question d'Internet, il y a la question de tous les objets, en fait, qui peuvent venir générer des troubles, alors d'usage, d'abus d'usage, de dépendance, mais aussi de toxicomanie. Quand le pari sportif est au centre de ma vie, que tout tourne autour du pari sportif, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je pense au pari sportif. Je m'organise pour aller au bar pour aller faire le pari sportif. Que les seules personnes avec qui je vais parler, c'est le mec du tabac qui me prend mon pari sportif et les copains avec qui je bois une bière qui font aussi eux-mêmes du pari sportif. Quand ma vie tourne autour du pari sportif, il faut que je me pose la question de savoir si c'est finalement épanouissant pour moi. Et est-ce que je suis dans le bonheur ? Moi, la notion d'addiction, je sais que Jacques partage cet avis. Cette notion d'addictologie aussi, pour moi, c'est quelque chose qui met un peu de flou, même si ça a été absolument important pour énormément de personnes d'accéder à l'addictologie. Mais cette notion d'addiction, moi, elle me met un peu de flou dans l'ensemble de ces typologies d'usage qui, à mon avis, sont fondamentaux. C'est-à-dire que grâce au triptyque que je vous ai donné tout à l'heure, et dans cette échelle de là, vous pouvez identifier quand même sans être un addictologue, où en est la personne que vous avez face à vous. Et vous-même, C'est-à-dire que quand moi je me rends compte que cette semaine, j'ai bu une bière mardi parce que je suis rentré, c'était dur. Mercredi, non, mais jeudi, vendredi, samedi, j'ai fait pareil. Et en plus, j'ai dit, oula, ma consommation d'alcool, là, j'ai compté sur mes unités d'alcool. Bon voilà, où est-ce que j'en suis ? C'est des outils qui peuvent venir vous permettre de réfléchir. Alors bien sûr, je ne suis pas dépendant, mais des fois je suis en abus d'usage. Ça peut m'arriver d'être en usage, mais maintenant que je surveille avec mon âge avancé mon poids, par exemple, je sais que boire de l'alcool, ça pèse sur la balance. Donc ça, c'est mon critère à moi en ce moment. Bon, ça sera peut-être un autre demain, quand je n'arriverai plus à peser le poids que je veux faire. En tout cas, la question des conduites addictives, la question de l'addiction, c'est vraiment... ça peut générer du flou, mais en tout cas, ça a une définition très précise initialement. C'est un usage qui me pose problème, mais que je maintiens. Un usage qui me pose problème, mais que je maintiens. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a conscience que l'usage que je porte est par rapport à une norme, problématique. Pour autant, je la maintiens parce que je fais un choix libre et éclairé. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que il y a des fois, particulièrement quand on est dépendant, on ne choisit plus de consommer ou de ne pas consommer, ou on ne choisit plus les manières dont on a de consommer. Là, ça devient des difficultés et on a vraiment besoin de pouvoir avoir accès à des ressources et à des recours. Bon, et le bonheur dans tout ça. Alors, j'ai été très embêté avec la définition du bonheur. Donc, comme je suis un utilisateur assidu de l'intelligence artificielle de manière bureautique, bien sûr, j'ai demandé à Copilot, c'est ChatGPT, mais moi dans mes outils c'est Copilot, c'est par Microsoft, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Définis-moi le bonheur. Donc, il m'a dit, le bonheur peut être défini comme état durable de satisfaction globale dans la vie, caractérisé par un sentiment de bien-être, d'accomplissement et d'harmonie intérieure. Je lui ai dit, écoute, c'est pas mal ton machin. C'est pas mal parce que l'IA, sans rentrer dans le détail, en fait, grosso modo, il vous fait des machins très consensuels, en fait. Il regarde tout ce qui a été produit globalement sur le sujet et il vous fait un machin hyper consensuel, pas du tout destructif, vraiment dans la norme. Bon, je suis parti de là, je me suis dit, c'est pas mal. Et il m'a rajouté, il ne se limite pas à des plaisirs passagers. Ah, ça m'intéresse. Parce qu'on a quand même un sujet sur les drogues, le plaisir, qui est souvent passager.
mais englobe des dimensions émotionnelles. Ah ben, les drogues, c'est quand même très émotionnel. Cognitives, ça agit sur les systèmes nerveux central. Relationnel, ah ben oui, les drogues, c'est une affaire de relation et existentielle. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant cette affaire, et je me suis dit, au final, si on mettait bonheur et drogue, ben, la recherche du bonheur comme un moteur de consommation, ben oui. On peut imaginer qu'à un moment donné, comme l'a pu le dire Martine en introduction, à un moment donné, ça peut être un moteur de consommer des drogues pour une recherche réelle ou fantasmée de bonheur. Il y a ce que je viens d'évoquer, le paradoxe du plaisir immédiat et du bonheur durable, puisque l'IA nous a dit que le bonheur c'était dans la durée, ok. Mais le plaisir immédiat, rappelons que tous les usagers de drogue, sans exception, commencent à utiliser les drogues pour le plaisir. Dans des cadres de socialisation, c'est clair. Les travaux ont démontré que les premiers usages ne sont pas forcément les meilleurs. On apprend à fumer et à apprécier du cannabis, parce qu'au début, on tousse, on pue et c'est pourri. Mais au final, on trouve les effets psychotropes. Mais le principal moteur de l'usage, c'est ça. La consommation d'ecstasy dans les free parties dans les années 90, c'était deux phénomènes. Ne pas consommer comme les autres, dans un mouvement alternatif, mais surtout planer, avoir du plaisir, avoir des sensations. La consommation d'héroïne, c'est pareil. L'utilisation de la seringue dans la consommation de drogue, c'est véritablement pour décupler les effets des produits, pour atteindre le plaisir. Les drogues, c'est d'abord du plaisir. Après, ça peut se compliquer, mais c'est d'abord ça. Et donc c'est vrai que là, on a un vrai sujet à cet endroit-là. Est-ce que finalement, les drogues génèrent du bonheur? En tout cas, ils génèrent du plaisir de manière momentanée. La question du cerveau. Eh bien oui, parce que l'usage de drogue agit sur le système nerveux central. D'ailleurs, les comportements addictifs ont les mêmes processus. C'est les mêmes processus. Neurobiologiquement, c'est les mêmes choses qui sont convoquées et animées. Pour autant, ce n'est pas les mêmes... comment dirais-je? Un shoot d'héroïne va générer à peu près la même forme activer la même forme de système de récompense, mais pour autant, pas dans la même dimension et pas dans la même force. La dépendance va exister et générer, mais pas de la même manière. Et donc là encore, la question sur ce sujet-là, de l'usage des produits ou des comportements addictifs dans le cadre neurobiologique démontre que ces conduites addictives vont venir activer quelque chose au niveau cérébral qui va permettre d'avoir du plaisir, et pouvoir maintenir ce plaisir-là va générer un potentiel ou une réalité du bonheur. Et puis le bonheur, il est perçu selon les contextes sociaux. Grosso modo, les extasies, pour y revenir, c'est une drogue qui existe depuis, et le LSD d'ailleurs, depuis la fin des années 50, à peu près, qui a été synthétisée. Mais il a fallu que des jeunes, dans la fin des années 90, se disent qu'ils allaient faire la fête autrement, dans un processus contre-culturel, pour que ce produit soit utilisé réellement par les Homo sapiens. Quand on a créé les free parties, les rave parties, tout ce mouvement-là, dont on pourrait en parler si vous voulez, c'est là où tout d'un coup, cette molécule-là, qui existait depuis toujours, enfin depuis au moins depuis les années 50, pardon, a été utilisée par les Homo sapiens et a généré une norme de réalité, de tentative d'accès au bonheur ou de bonheur par rapport à ce phénomène-là. Donc c'est vraiment dans un contexte social particulier. Les drogues ne sont portées que par des vecteurs culturels. La méthamphétamine en France existe à la marge, ou n'existe quasiment pas, à la différence d'autres pays ou d'autres continents, parce qu'il n'y a pas le vecteur culturel qui le porte, de manière massive. Et puis, la question du bonheur et des drogues doit se jouer aussi sur la question des conséquences psychologiques et sociales, qui, là, tout d'un coup, selon qui on est, selon les contextes sociaux, selon les ressources que l'on a, selon les capacités que l'on peut avoir à aller demander de l'aide ou ne pas demander de l'aide, va faire qu'à un moment donné, cet usage peut s'inscrire dans une durée sans forcément générer des problèmes. On prend des risques, mais en général, ça ne génère pas forcément des problèmes, ou on prend des risques, et là, ça génère des problèmes, et tout d'un coup, là, le bonheur devient très, très éloigné. Donc, comme je vous disais à l'introduction, j'ai dit, finalement, c'est très critiquable.
Les drogues ne font pas le bonheur, mais peuvent y contribuer. Si et seulement si c'est choisi, contextualisé et régulé. Alors c'est sûr que viennent s'opposer là un parterre de personnes qui voient des gens qui ont des difficultés. Donc ils vont me dire, ah non mais Sudeiri, n'importe quoi. Vous avez raison. Mais le postulat, il est intéressant à cet endroit-là, de se dire que finalement, depuis qu'Homo sapiens et sapiens, ils consomment des psychotropes, que finalement, pourquoi ça se passe comme ça, et comment finalement ce phénomène culturel, qui croise des éléments culturels, sociaux, biologiques, psychologiques, et depuis que l'Homo sapiens et sapiens, ne vient pas nous interroger là-dessus. Moi, quand j'ai travaillé sur les phénomènes des drogues, on avait des gens qui étaient des usagers de drogue heureux. Mais ce n'est pas tous, fatalement. Parce que ça génère des vulnérabilités. Consommer des drogues génère des vulnérabilités. Clairement. Si je ne consomme pas de cocaïne, je ne vais pas être dépendant à la cocaïne. Vous voyez ? Si j'en consomme, ça ne veut pas dire que je vais devenir dépendant à la cocaïne, ou toxicomane à la cocaïne, mais potentiellement, ça peut m'arriver alors qu'avant, je ne consommais pas. Voilà. Et c'est là où on a un vrai sujet, où je vous propose une conclusion non définitive qui, finalement, apprendre à consommer, c'est bien. Apprendre à gérer les risques, c'est bien. Apprendre à demander du soutien quand cela est nécessaire, ben, ça peut aider d'accéder au bonheur si on a les drogues parmi nous. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'imagine que vous avez des questions pour Guillaume. Damien va vous faire passer le micro. On va partager le nôtre. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est vrai que c'était un peu dense parce que tu as fait le tour et de l'histoire, et des contextes, et des produits, et des fonctions. Alors moi j'en rajouterai une, tu as parlé de la théorie d'Olivenstein, d'ailleurs ça s'appelle une théorie, la rencontre entre un produit, une personnalité dans un moment social et culturel, et puis les Américains, ils avaient une autre en miroir, c'était Drug Set and Setting, c'est-à-dire la drogue en question, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, l'état de santé de la personne qui consomme, comment elle est, comment elle va. Et troisièmement, le setting, c'est-à-dire quel contexte d'usage. Et finalement, je trouve que les deux, autant celle d'Olive, évidemment, elle est magique. Tu l'as dit, parce que quand on dit un produit, une personnalité, dans un moment social et culturel, le produit, ça peut tenir aussi sur la question des consommations sans drogue. Enfin, c'est la même chose, pareil, hein, dans la rencontre, c'est la même. D'ailleurs, les équipes qui interviennent auprès de vous dans les quartiers, ils le voient bien. Une des questions majeures que posent les équipes de quartier, c'est comment on s'en tire avec le fait qu'ils sont sur les réseaux, le fait qu'ils jouent jeux de hasard et d'argent, etc., etc. C'est pas de la cam, mais disons que le fonctionnement d'accrochage est tout à fait identique. Et de fait, l'autre, celle du Drug Set and Setting, je trouve qu'elle est plus intéressante du côté de comment réduire les risques. Voilà, ça permet d'interroger quelqu'un sur, ou de l'aider à réduire les risques dans le fait qu'il s'interroge sur quel produit tu vas consommer, qu'est-ce que tu sais de ce produit, comment tu te sens, comment tu vas, toi, et avec qui vas-tu consommer. Consommer seul, c'est beaucoup plus grave que de consommer en groupe. Quand on consomme en groupe, c'est avec qui on consomme, est-ce que le groupe est dangereux, ou est-ce qu'on connaît les gens, est-ce qu'il y a des gens qui dealent dans le groupe, etc. Et ça permet vraiment de travailler tout en finesse. Et ensuite, effectivement, alors la définition de l'IA, elle est redoutable, parce que pour le coup... état durable de satisfaction globale. Moi, je l'ai écrit parce que je ne m'en rappellerai jamais, quoi. Bah, tu peux lui reposer la question. Ouais, c'est pour voir si c'est la même définition. Ça sera jamais. Mais voilà. Donc, de fait, tu as fait le lien aussi, mais j'imagine que Jacques et Elisabeth vont le faire un petit peu différemment entre la question du plaisir et la question du bonheur, bien sûr. Le bonheur, voilà. Vous avez quelque chose à dire sur le bonheur, vous? Je dis, l'IA, franchement, il ne s'est pas cassé quand même. Enfin, il ne s'est pas fatigué.
Tu as regardé qu'un seul moteur de recherche? Ah oui, j'ai regardé que celui. En fait, l'IA va te donner autant de définitions comme c'est un algorithme qui est qui utilise le hasard, tu vas avoir la même idée mais écrite autant de fois que tu vas lui demander. D'ailleurs, si vous utilisez l'IA, demandez-lui à chaque fois 5 ou 6 versions de l'attendu que vous avez, et c'est en synthétisant les 5 que vous allez avoir quelque chose de plus proche de la réalité. Donc là, tu en étais à la première question. Oui, j'ai fait que la première. Tu as fait que la première? C'était pour l'illustrer. Je sens que tu vas chercher les 5 autres. Ça marche, on peut le faire. Bon, pas de questions à ce point-là. On va du coup peut-être... Si? J'ai pas vu la main qui s'est levée. Bonjour, du coup, moi je m'interrogeais dans les facteurs que vous avez, donc thérapeutique, chamanique et social. Quand vous différenciez chamanique de thérapeutique, bon après, du coup vous êtes, ouais, parce que c'est quand même, en Amérique du Sud, je connais moins en Afrique, mais en Amérique du Sud, c'est une version où c'est une visée thérapeutique. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des centres qui soignent les addictions avec d'autres. Oui, vous avez raison. Mon affaire est raccourcie là et généraliste, c'est-à-dire que vous avez selon les sociétés, que ce soit les sociétés les plus traditionnelles que l'on a encore dans le monde, même si au XIXe siècle on en avait un petit peu plus malheureusement, on a des différences selon les cultures où le chaman et le thérapeute sont souvent très confondus. Mais quand même, c'est pas tout à fait la même chose que de parler avec les dieux ou que de soigner la maladie mystique. C'est pas tout à fait pareil. Et les travaux en anthropologie le démontrent assez bien. Mais je vous accorde que souvent, et d'ailleurs ça ça vient conforter l'hypothèse que dans ces sociétés-là, il y a un spécialiste des psychotropes. Il y a un Jacques Barsoni, quoi. Voilà. Et c'est lui qui est le vecteur de l'utilisation des psychotropes. Oui, mais c'est très bien d'ailleurs. Oui, pardon, vous avez raison. Je rajoute sur l'ayahuasca, enfin, on connaît tous ces... Mais c'est lui qui va générer le traitement, c'est lui qui va prescrire en fait. Et donc, ce que je voulais dire, peut-être je l'ai dit trop vite, c'est que bien sûr que d'autres vont prendre des psychotropes, mais dans une fonction sociale, c'est-à-dire régulée par une mission sociale. Et le chaman ou le thérapeute va prescrire à l'un tel psychotrope, à l'autre tel psychotrope, souvent le même psychotrope pour traiter la notion de maladie mystique, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et d'ailleurs l'iboga que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça. Hein. Ça traite du mal de dos jusqu'au mauvais œil, en fait, au Gabon. Et donc on voit bien comment, à un moment donné... Voilà. Mais par contre, ce ne sont pas individuellement les individus qui eux-mêmes se prescrivent à eux-mêmes tel ou tel type d'usage. Et c'est ça la différence entre les fonctions dites sociales et les fonctions dites subjectives. Suite à votre intervention, ce qui m'a fait réfléchir et questionner, donc notamment dans notre pratique du quotidien et avec les personnes qu'on peut rencontrer et accompagner, et au niveau des sur les consommations, c'était ce côté donc plaisir, bonheur, pour faire la métaphore, en gros le plus, le zéro et le moins. Là quand on parle de plaisir, bonheur avec les drogues, au plus, alors que les jeunes, des fois qu'on accompagne, souvent on dit qu'ils vont consommer parce qu'ils sont dans le moins. Je sais pas si, du coup, ils veulent arriver au zéro, ils veulent pas forcément arriver au plaisir. Je ne sais même pas s'ils ont si on en est à ça, mais c'est juste, je veux juste ne plus être mal. Oui. Est-ce qu'après ne plus être mal, on parle pas mal de dos, on le soulage, est-ce que ça nous... Du coup, on est heureux, mais peut-être parce qu'on était mal. Si on n'a pas mal au dos, on n'est pas plus heureux, on n'est pas en mode j'ai un matin, je vais bien. Non, mais vous avez raison. Votre question est tout à fait pertinente, elle est très claire. Ce que j'ai essayé de dire, moi, c'est que l'initialisation de la prise de produit, les premières fois qu'on consomme des produits, c'est d'abord pour le plaisir. C'est ça que je veux dire. Pour autant, après, dans les usages, je vous rejoins. Et c'est ce que je disais sur les niveaux de tolérance. À un moment donné, quand on prend des drogues, des produits, des substances psychoactives, à un moment donné, les effets ne seront plus là sur cette notion de plaisir peut-être physique.
Mais c'est ce que je disais avec l'ouvrage d'Ehrenberg, La fatigue d'être soi. Aujourd'hui, on est dans un modèle où la prise de psychotropes vient réguler des moments de craving ou des moments de pas bien. Comme vous le dites très juste, c'est qu'on prend des produits pas pour être bien, mais pour arrêter d'être mal. Et là, la question, c'est de savoir quelle est ma relation avec ce produit-là. Et c'est là où, tout d'un coup, il y a un sujet sur la capacité que l'on a en tant qu'intervenant social non spécialiste en addicto d'accompagner ce type de situation. Et je sais que c'est la plupart des situations que vous avez, et je sais que c'est en s'appuyant sur l'expertise d'addictologues et de cliniciens spécialistes dans l'addictologie que l'on va pouvoir travailler. Pour autant, il faut que quand ces jeunes ou ces personnes vous disent ce qu'ils vous disent, ils ne vous disent pas tout de suite, ils ne vous disent pas qu'ils ont un problème avec les drogues. C'est pas ça qu'ils vous disent en fait. Ils vous disent qu'ils ont un problème tout court et que c'est les drogues qui vous les permettent à peu près de réguler, juguler un peu ces ennuis. Et là, il y a un gros travail à mener sur la capacité que l'on a à amener ces publics à comprendre que oui, ils ont un problème, mais ces drogues ne sont pas forcément une solution. Et pour autant, ou peut-être qu'ils le sont de manière momentanée et qu'il y a des choses à travailler avec eux à cet endroit-là. Et là, la grosse difficulté, c'est le décloisonnement, c'est travailler avec d'autres acteurs, c'est que les publics acceptent, et soient, quand je dis acceptent, c'est un mauvais terme, soit dans la possibilité, dans la capacité de sortir de leurs propres environnements. Pour avoir fait ce travail dans le quartier du Mirail, je sais que ça, c'est une affaire hyper compliquée. Donc je suis d'accord avec votre remarque qui est tout à fait pertinente dans le sens où les drogues, c'est pas waouh, trop la fête en fait. Non, la plupart du temps, pour les publics que vous rencontrez, c'est un moyen de réguler les problèmes qu'ils ont au quotidien.